Bonjour à tous. Cette vidéo, ce sera un peu le rite de passage par lequel tous les antiféministes qui se respectent doivent passer. Il s'agira de débunker une énième fois le mythe de l'écart de salaire lié au sexisme. Je vais directement passer à l'estimation que l'INSEE qualifie d'écart de salaire toutes choses égales par ailleurs. Autrement dit, l'écart de salaire qu'ils ne peuvent expliquer et donc en tout bon idéologue qu'ils sont, conclut à une manifestation du sexisme. L'écart brut moyen se situe entre 25 et 30% à peu près, mais l'écart final qu'ils présentent est estimé à 10% environ. Et c'est ce 10% là qu'ils imputent au sexisme. Bon, premièrement, comme ils le disent, cet écart global est de presque 30%. Pour atteindre cet écart de seulement 10%, ils convertissent par exemple les temps partiels en temps plein, prennent en compte les différents postes exercés, etc. C'est-à-dire que si une personne travaille à temps plein, elle gagnera forcément plus qu'une personne qui travaille que 20 heures par semaine par exemple. Forcément, ils compensent ça. Cependant, c'est pas suffisant. Je vais donc simplement donner des facteurs qui sont significatifs et qui ne prennent pas en compte, et qui pourraient réduire l'écart des salaires. Alors, premier facteur que je vais aborder, les différences de rémunération inter-entreprises. Prenons deux entreprises en tout point similaires, à une différence près, l'une fonctionne très bien et l'autre non. Étant donné que la première fonctionne très bien, les salaires seront plus facilement augmentés ou tout simplement élevés dès l'embauche, quand dans l'autre entreprise, les salaires seront et resteront bas. Si on compare les salaires des employés des deux entreprises, même à poste égal, même à diplôme égal, même à temps de travail égal, on verra qu'il y a bien des différences de rémunération. Pour autant, ces différences ne seront pas imputables à une quelconque discrimination. Face à ce que je viens de dire, on peut avoir plusieurs remarques. La première, c'est que c'est tiré par les cheveux. Sauf que je vous renvoie à cette étude locale de l'INSEE qui a justement pris en compte ce facteur, et celui-ci pèse 3% dans l'écart des salaires, donc on tombe à 7%. La deuxième remarque est une accusation de sexisme, étant donné que ça sous-entend que les sociétés qui fonctionnent le mieux sont celles composées en majorité d'hommes. Le problème avec cette remarque, c'est qu'elle est certainement vraie, tout simplement. Ça veut pas dire que c'est vrai, ça peut être un coup de chance, mais ça pourrait très bien être vrai. Cette hypothèse est d'ailleurs appuyée par le deuxième facteur, la productivité. On peut voir que dans les secteurs dans lesquels la productivité est importante, les hommes sont tout simplement plus efficaces que les femmes, à tel point qu'on se rend compte que les femmes sont mieux payées quand les employés sont payés au minimum. Là aussi c'est fâcheux parce que pour atteindre l'égalité, telle que perçue par les féministes, il faudrait réinstaurer un salaire féminin. Alors il ne s'agirait pas d'un salaire global, mais d'un salaire minimum féminin, pour compenser leur implication moindre. Il s'agirait bel et bien d'avoir un SMIC féminin à 9 € de l'heure et un masculin à 10 € de l'heure. Et on voit bien que les femmes sont juste comme ça, elles ne veulent pas travailler autant. J'ai pas regardé pour les heures par semaine, j'ai rien trouvé là-dessus, mais Mos Maiorum m'a filé cette source qui montre que même si les femmes ne prennent pas tout leur congé, elles en ont davantage que les hommes. Parce que quand on regarde ce qu'elles aimeraient, elles sont bien plus souvent prêtes à choisir un métier moins bien payé s'il y a plus de congés. Les femmes veulent simplement moins travailler. Et là, à la rigueur, on pourrait parler d'oppression, une oppression économique, et certainement pas une oppression patriarcale. Et là non plus, ça plairait pas parce que cette oppression économique serait la faute du féminisme. Ce qu'implique aussi cette productivité, en plus des heures sup que les hommes font majoritairement, c'est que les hommes gagnent de l'expérience plus rapidement, tout simplement. Si tu travailles 40 heures par semaine, tu gagneras plus rapidement de l'expérience que si tu travailles que 35 heures. Et si tu travailles mieux 40 heures par semaine, tu gagneras encore plus d'expérience que si tu travailles normalement 35 heures par semaine. Donc c'est normal qu'ils aient de l'avancement plus rapidement, c'est normal qu'ils aient des augmentations supérieures aux augmentations des femmes. Ils travaillent plus longtemps et ils travaillent mieux. Donc en un an de travail, ils auront travaillé plus et mieux qu'une femme, à grande échelle je parle. Et là aussi c'est fâcheux parce que ça voudrait dire que la discrimination à l'embauche devrait se faire en faveur des hommes. Parce que si vous embauchez un homme avec expérience égale et diplôme égal, ça voudrait dire qu'il est en fait plus expérimenté. Et ça, c'est sans même parler du fait que l'école est favorable aux filles. Par exemple, si vous avez votre bac avec 10 sur 20, l'homme sera forcément plus méritant. Parce que la notation en sport, par exemple, est bien plus sévère pour les garçons. Si un homme et une fille ont 10 sur 20 au bac, l'homme aura en fait été meilleur que la fille. Et là, c'est qu'un exemple, mais on voit que en maths, il y a la discrimination favorable aux femmes, aux filles, et plus généralement, la discrimination est bel et bien en faveur des filles, que ce soit vis-à-vis des notes ou du comportement général des professeurs. Donc les hommes ont une meilleure expérience à l'école, un 10 sur 20 d'un homme a plus de valeur qu'un 10 sur 20 d'une femme, et un an d'expérience d'un homme a plus de valeur qu'un an d'expérience d'une femme. Et ça, on peut rajouter d'autres aspects qui ne sont même pas calculables, par exemple. Dans une autre vidéo, je montrais que c'était plus facile pour une femme de devenir pompière que pour un homme de devenir pompier. Et que les femmes sont, par essence, moins compétentes. C'est-à-dire que pour qu'une femme ait 20 sur 20, il suffit qu'elle soit aussi compétente qu'un homme pour qu'il ait la moyenne.
Ce que ça veut dire, c'est qu'une femme sera payée autant, alors qu'elle sera objectivement moins compétente. Et ça, honnêtement, j'ai beaucoup de mal à comprendre comment on peut tolérer ça, et même comment les femmes ne peuvent pas gueuler là-dessus. Au-delà de mentir sur l'écart des salaires liés au sexisme discriminant les femmes, on met aussi en danger des gens. Tout ça pour ne pas froisser l'ego des femmes, et plus particulièrement des féministes. Parce que j'imagine bien qu'il y a pas mal de femmes qui sont irritées par ce genre de comportement. Le problème avec tout ça, c'est que ça, techniquement, ce que je fais, c'est des études de genre. Ça pourrait être inclus dans les gender studies. Mais comme les conclusions ne plaisent pas aux féministes, ces conclusions-là ne seront pas tirées. Elles ne seront pas utilisées, elles seront juste mises sous le tapis. Alors, je sens que ça va pas plaire aux féministes, mais bon, tant pis. J'essaie de trouver des raisons purement biologiques à certaines de ces différences, et notamment, il y en a une qui est évidente, ce sont les menstruations. Alors, je ne sous-entends pas que toutes les femmes sont soumises à des douleurs ou à des incapacités dues à ça. C'est juste que ça arrive pour certaines, faut pas le nier. Et du coup, je me suis demandé si c'était significatif. Alors, je suis d'abord tombé sur cette étude-là, qui a priori montre que c'est bien le cas, sauf qu'elle a été réfutée. Et apparemment, il y avait des problèmes de méthodologie. Mais l'une des personnes qui a réfuté cette étude-là en a fait une autre, montrant que, en fait, si, il y avait bel et bien une influence, à tel point que 30% des arrêts maladie des femmes étaient dus à ça, aux menstruations. Donc ça a bien un impact sur l'absentéisme des femmes, et donc certainement aussi sur la productivité, ça joue certainement un petit peu. Sauf qu'on voit que sur l'écart des salaires, ça joue quasiment pas en fait. C'est minime. Ça existe, donc il faudrait le prendre en compte, mais ça reste minime, parce que l'absentéisme est de l'ordre de moins de 2 jours. Mais bon, apparemment, c'est pas significatif du point de vue du salaire. C'est-à-dire que les femmes ne sont pas impactées par leur absence liée aux menstruations, c'est ça que ça veut dire. Autre facteur, la majoration des heures de travail. Quand on regarde les études de l'INSEE en détail, on se rend compte qu'ils ne prennent pas en compte les heures sup et les considèrent comme des heures normales. Sauf qu'elles sont majorées de 25% pour les 8 premières heures et 50% au-delà. Les hommes font davantage d'heures supplémentaires, donc c'est normal qu'ils soient mieux payés que les femmes pour le même nombre d'heures à poste égal, à diplôme égal, etc. Et petit détail supplémentaire, les heures sup ne sont pas majorées de la même manière quand le contrat est à temps plein ou à temps partiel, et ce sont principalement des femmes qui font des temps partiels. Donc il faudrait prendre en compte le nombre d'heures sup des hommes et des femmes, mais aussi, plutôt que de faire des équivalents de temps plein, il faudrait prendre ces heures sup dans leur contexte, à savoir des heures sup dans un contexte d'un temps plein ou dans un contexte d'un temps partiel. Bon, en fait, j'ai pas vraiment été honnête au début de cette vidéo, l'INSEE prend bel et bien en compte d'autres facteurs. Je vous renvoie à ce rapport. Par exemple, pour éviter l'interférence des heures supplémentaires, plutôt que de calculer les revenus bruts à l'année et le diviser par le nombre d'heures, ils calculent les différences de taux horaires. Et là déjà, on tombe à 15%. Ensuite, ils prennent plusieurs autres paramètres en compte, et on tombe encore plus bas à 8,4%. Parmi ces 8,4%, on voit qu'il y a principalement 2 facteurs qui entrent en jeu, l'âge et l'expérience. Sauf que, comme dit précédemment, l'expérience d'un homme et celle d'une femme n'est pas comparable. Un homme ayant 1 an d'expérience est en réalité plus expérimenté qu'une femme ayant 1 an d'expérience. Il aura travaillé plus et légèrement mieux. Donc au bout d'un an, il sera plus expérimenté qu'une femme au bout d'1 an. Donc ce 4% d'écart de salaire lié à l'expérience qui n'est pas justifié, on ne sait pas d'où il vient, il y a de grandes chances qu'il vienne de là. Alors ça veut pas dire qu'il est à hauteur de 4%, peut-être qu'il est un peu moins fort que 4%, peut-être qu'il est un peu plus, on le sait pas. Donc on peut pas prétendre que ce 4% est responsable de l'écart des salaires, que c'est l'expression d'un sexisme ou quoi que ce soit. Ce 4% c'est un maximum, et il y a de grandes chances qu'il soit en fait nul. Mais c'est pas tout. Ils poursuivent leur rapport en précisant que les différences de salaire liées à l'entreprise dans laquelle les gens travaillent est responsable d'1/10 de l'écart de salaire, soit environ 1,5%. Ce que ça veut dire, c'est que l'écart de salaire est en partie dû au choix d'entreprise que les gens font. Les femmes travaillent dans des entreprises qui rémunèrent moins bien. Donc voilà, en réalité, on peut encore tirer 1/10 de l'écart total, soit 1,5% à peu près. Donc on arrive en dessous des 3% d'écart de salaire significatif. On a au maximum 3% d'écart de salaire significatif entre les hommes et les femmes. Et quand on regarde dans les détails, on voit que ce sont majoritairement des femmes qui sont avantagées au sein d'une entreprise, grâce à l'absence de négociation. Alors, c'est pas significatif, on est entre 2% et moins 8,8%. Donc les femmes sont bien plus avantagées, mais c'est pas significatif, on s'en fout. En fait, il y a juste pas de différence. Il y a juste pas de différence entre les hommes et les femmes. C'est tout. Ensuite, quand on revient au tableau plus haut,
On voit donc que parmi les écarts inexpliqués, on a l'âge. Alors l'âge, comme je le disais, il n'est pas significatif. L'expérience, elle est explicable. L'ancienneté, c'est pas significatif. Le temps partiel, c'est pas significatif. La catégorie socio-professionnelle, elle avantage les femmes. En fait, ça, c'est lié au cadre. Donc en réalité, le chiffre montre que ça avantage les femmes, mais en vrai, c'est pas le cas. Ça n'avantage pas les femmes. Le diplôme, les hommes et les femmes sont traités strictement pareil. Le secteur d'activité, c'est pareil. La région de l'emploi, c'est pareil. C'est pas significatif. La taille de l'entreprise, ça ne l'est pas non plus. Et voilà, la discrimination des femmes n'est pas significative. Et au final, quand on interprète toutes ces données, il y a un truc franchement ironique. Et ça va vraiment pas plaire aux féministes. Ce qu'on voit, c'est que plus les femmes sont libres, plus elles se soumettent. Les professions dans lesquelles l'écart des salaires est le plus grand, c'est les professions dans lesquelles les femmes ont le plus de marge de manœuvre. Et les professions dans lesquelles l'écart est le plus faible, c'est les professions dans lesquelles elles ont le moins de marge de manœuvre. Ça veut dire que le système protège les femmes. Il ne les opprime pas, il les protège. En instaurant un salaire minimum qui n'est pas différencié en fonction du sexe, il avantage les femmes. En faisant en sorte qu'il n'y ait pas de négociations à avoir pour les métiers de salariés de bas niveau, il avantage aussi les femmes. Par contre, moins les femmes sont soumises à cette limitation du système, on voit que quand elles sont cadres, elles négocient pas. La négociation est responsable de 50% de l'écart des salaires chez les cadres, chez les salariés cadres. Il y a aussi une autre implication à tout ça. Les hommes et les femmes travaillent relativement aussi longtemps. Ils commencent vers le même âge et la retraite est définie indépendamment du sexe. Le souci, c'est que les femmes vivent plus longtemps et c'est pas compensé pour l'âge de la retraite. C'est-à-dire que je sais pas, les femmes vivent quelque chose comme 7 ans de plus et ces 7 ans se déroulent donc lors de la retraite. Donc les femmes profitent de leur retraite 7 ans de plus et en gros ça représente plus d'un tiers de la retraite. Les femmes ont des retraites qui durent plus d'un tiers de plus que celles des hommes. Et c'est pas justifié ça. C'est pas justifié. Donc encore une fois, si on voulait appliquer une égalité bête et méchante, comme pour le SMIC, pour lequel il faudrait un SMIC féminin et un SMIC masculin, il faudrait un âge de départ à la retraite masculin et un âge de départ à la retraite féminin. Donc pour finir, j'aimerais revenir sur une étude qui a été citée dans une capture d'écran plus tôt. Cette étude, c'est une étude de 2000 qui montrait déjà, donc il y a 20 ans, que les femmes n'étaient pas ou presque pas discriminées en matière de salaire. C'est peut-être pas évident quand on regarde leur résumé. Ils disent simplement qu'au total, parmi les salariés à temps complet, près de la moitié de l'écart salarial entre hommes et femmes peut s'interpréter en termes de discrimination salariale. Dit comme ça peut paraître énorme, étant donné que mentalement, l'écart salarial, on l'estime tous à peu près entre 25 et 30%. Sauf qu'en réalité, ce que leur étude montre, c'est qu'il est aussi entre 4 et 5%. Quand on regarde ce tableau, c'est pas évident tout de suite. On a l'impression que l'écart salarial est bel et bien de 27% total, mais quand on regarde ce qu'ils appellent le total non expliqué, c'est le cumul des avantages masculins et des désavantages féminins, on voit que dans l'ensemble, il est de 0,042, soit 4,2%. Il conclut à une discrimination salariale de 4,2% en 2000. Donc on parle encore de différence de salaire de l'ordre de 30%, alors qu'il y a 20 ans presque, on savait que la quasi-totalité de cet écart-là était expliquée, était justifiée. Sauf que ce qu'ont fait les chercheuses de cette étude-là, c'est qu'elles ont dit que c'était quand même lié au sexisme, que c'était pas lié à une discrimination directe des patrons par exemple, mais que c'était quand même lié au sexisme par rapport au rôle de la femme et tout. Comme quoi ce serait sexiste que je sais pas, c'est la femme qui accouche dans un couple et du coup voilà, c'est sexiste. La femme suite à l'accouchement doit prendre des congés plus longs, ça aussi visuellement c'est sexiste. Les femmes font différents choix de carrière, ça aussi c'est sexiste. Dans ces cas-là mesdames, c'est très simple, ne faites pas d'enfants ou alors adoptez. Plutôt que d'aller faire des études inutiles en fac, trouvez-vous un job qui paye. Faites des heures sup, bossez de nuit, prenez des risques au travail, et voilà. C'est aussi simple que ça. Le fait est que les femmes ne le veulent pas, et c'est pas un problème, elles font ce qu'elles veulent. Les féministes n'ont pas à parler en leur nom. Les femmes ne veulent pas prendre de risques. Elles ne veulent pas travailler de nuit. C'est leur droit. Alors je sais que le sondage que j'ai montré tout à l'heure n'est pas forcément ultra fiable, mais visiblement les femmes sont prêtes à être moins bien payées si ça leur permet d'avoir plus de vacances. Donc c'est même pas forcément lié à la maternité, c'est juste que les femmes n'ont pas envie de travailler autant. Et elles ont le droit. Vous faites passer pour une oppression patriarcale un désir de liberté. Les femmes veulent juste être libres de l'oppression économique, c'est tout. Et on le voit aussi avec les temps partiels qui sont en majorité choisis et pas subis. On voit bien que l'oppression ici, elle est économique, pas patriarcale ou machiste. Donc pour conclure, il n'y a pas de discrimination brute des patrons. Il n'y a pas de différence de salaire liée au sexisme pour toutes les femmes qui ne sont ni cadres ni en profession libérale. Les différences de salaire qu'on trouve dans les professions libérales sont du fait des choix des femmes, et uniquement des femmes. Et ces choix n'ont rien à voir avec l'oppression systémique de je ne sais quoi.
elles font tout simplement moins d'heures et fixent des honoraires plus bas. C'est tout. Et pour les salariés cadres, la moitié de cet écart de salaire-là est lié au fait qu'elles ne négocient pas. Mais encore une fois, ce sont des cadres. Elles sont censées être capables de négocier. Si elles ne le font pas, c'est de leur faute. Il faut les traiter en adultes et ne pas les infantiliser. Donc les différences de salaire ne sont pas une oppression systémique des femmes. À aucun moment. Donc les différences de salaire des femmes ne sont à aucun moment une oppression patriarcale ou systémique des femmes. À la rigueur, on peut parler d'oppression économique, qui touche aussi en partie les hommes, mais pas d'oppression patriarcale ou machiste. Donc pour conclure, on voit qu'il reste un écart résiduel de 4%. On va pas chipoter, on n'a qu'à dire que c'est 4%. À l'année, ça représente 1 semaine et demie. Si on rapporte ça à l'échelle d'une carrière, ça équivaut à même pas 1 an et demi. 1 an et demi à relativiser avec les 7 ans de retraite de plus des femmes. Encore une fois, comme je le dis dans beaucoup de vidéos, il serait temps que vous arrêtiez cette compétition victimaire parce que vous n'allez pas en sortir gagnant. Donc voilà, cette vidéo est terminée. Comme vous pouvez le voir, l'influence du féminisme est très présente. Ça fait quand même 20 ans que ça a été débunké, ce mythe de l'écart des salaires. Pourtant, ça persiste toujours.